Bon les amis, aujourd'hui sur le journal du pharmacien, on est sur les traces de l'herboristerie. J'ai remarqué que l'herboristerie a l'air vraiment très développée à Nîmes. Il y a plusieurs pharmacies qui font herboristerie et il y a même apparemment des herboristeries qui sont simplement herboristerie. L'herboristerie c'est un gros sujet puisque le métier d'herboriste est interdit depuis 1941. On a le droit d'avoir une herboristerie, mais le métier d'herboriste n'est plus reconnu et même interdit. Les plantes, en fait, la vente de plantes est sous monopole pharmaceutique aujourd'hui. Donc on peut encore avoir des herboristeries, mais il n'y a que certaines plantes qui peuvent être vendues. C'est un peu plus d'une centaine de plantes contre normalement 500 plantes possibles, enfin qu'on peut vendre. Et je crois qu'il n'y a que certaines parties qui peuvent être vendues en herboristerie. Donc il y a un gros monopole pharmaceutique qui a été récupéré en fait à la suite de l'interdiction du métier d'herboriste. Du coup, c'est un gros sujet, donc j'ai vraiment envie de vous dégoter une interview avec un herboriste, surtout que j'ai vu qu'à Nîmes, il y a des herboristes qui sont docteurs en pharmacie. Et là, la chose est très complexe, vu que si vous êtes dans une herboristerie et docteur en pharmacie, vous n'avez pas le droit de prodiguer un conseil pharmaceutique. Voilà, c'est illégal. En fait, quand on exerce dans une herboristerie, on n'est pas herboriste, vu que c'est illégal et que c'est interdit. Et on n'a pas non plus le droit de prodiguer un conseil pharmaceutique. Donc c'est assez complexe. Du coup, j'aimerais vraiment vous dégoter une interview. J'avais trouvé une pharmacie herboristerie, mais l'interview n'a pas pu se faire. Là, je suis arrivée à une herboristerie. En fait, je me suis rendu compte que c'était une herboristerie en ligne. Donc je suis arrivée chez les gens, en fait, qui ne sont pas là. Donc là, c'est la 3e tentative. J'ai trouvé une herboristerie qui est tenue par une docteure en pharmacie. Donc là, c'est parti, on y va. À tout de suite. Voilà, du coup, dans l'herboristerie à Nîmes de Christelle, docteur en pharmacie. Bonjour à tous et bienvenue sur le journal du pharmacien. Aujourd'hui, je suis en présence de Christelle qui est docteur en pharmacie et qui a repris une herboristerie. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Bonjour, ça va? Et toi? Eh ben, je suis enchantée d'être là. Je suis un peu sur les traces de l'herboristerie en ce moment, donc là, je suis au bon endroit. Est-ce que tu peux te présenter déjà? Eh bien écoutez, Christelle Boncaron, pharmacienne depuis une petite dizaine d'années. Et en fait, avant d'aller en pharmacie, moi j'ai travaillé en herboristerie. À mes 14 ans, voilà, j'avais fait un stage et j'ai été gardée. Donc les week-ends, les vacances scolaires, je travaillais dans une herboristerie à Montpellier. Et c'est vrai que j'ai toujours été fascinée par les plantes. Il y a un aspect un peu mystique. Et c'est ce qui m'a amenée en pharmacie, puisque j'ai toujours entendu dire, si tu veux travailler les plantes, va en pharmacie, c'est eux qui ont le monopole, et donc tu pourras passer que par là. Donc j'ai fait mes études, je me suis un peu égarée, je suis allée voir d'autres choses aussi, j'ai toujours gardé beaucoup de lectures et beaucoup d'éducation. J'ai fait ma thèse quand même sur l'aromathérapie dans les soins palliatifs et en cancéro. Donc je suis toujours restée dedans, mais c'est vrai que en fouillant, il y avait plein de choses que je n'arrivais pas à éclaircir. Et c'est petit à petit, à force de lecture, où j'ai découvert une médecine intégrative qui s'appelle l'endobiogénie. Donc qui porte ce nom parce que endo c'est l'intérieur, bio la vie, et génie dans le sens du génie civil, donc de l'organisation en fait, de la vie intérieure. Et c'est à travers cette approche-là que j'ai réellement ouvert un champ des possibilités énorme et commencé à comprendre les plantes. Et commencé à comprendre pourquoi certaines plantes fonctionner dans certaines situations, pourquoi pas dans d'autres, alors que les situations pouvaient sembler être assez similaires. Et du coup, je me suis plongée là-dedans, j'ai trouvé ça fascinant, je me suis formée, c'est une formation qui est sur 2 ans, mais j'ai continué des week-ends de perfectionnement et tout ça. Et ça a abouti même à ce qu'un jour on me propose de devenir formatrice dans cet institut. Donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de former, de garder le nez dans ces recherches-là, de pouvoir vraiment m'impliquer vivement dans la promotion de cette médecine. Et après 8 ans, de cursus en pharmacie d'officine, là aussi, il fallait que ça bouge, il fallait autre chose. Donc j'ai cherché une pharmacie pendant 2 ans à transformer en herboristerie.
Et le contexte me semblait extrêmement compliqué. D'accéder à des pharmacies tout de suite avec 6-7 employés, ça semblait être complexe, de développer toute l'herboristerie à côté, je me suis dit ça va être énorme, est-ce que tu vas y arriver? Et en fait est tombée cette opportunité de reprendre une herboristerie déjà toute clé en main, qui avait été tenue par 2 pharmaciens depuis les années 80 et qui avait déjà cette âme-là. Et finalement les planètes se sont alignées, puisque ça s'est fait. Et que je suis ravie et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir toutes les plantes sous toutes leurs formes et de pouvoir vraiment faire du conseil personnalisé pour donner cet accès-là en fait aux gens, parce que la plante elle est quand même elle est autour de nous, on grandit parmi elle, on se nourrit d'elle, et donc c'est vraiment important d'y revenir et de ne pas l'oublier, c'est-à-dire qu'elle a vraiment toute sa place en médecine de ville et même dans l'accompagnement de tout type de thérapie. Donc toi, tu as fait 8 ans en officine alors avant de reprendre l'herboristerie? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Bah si, c'était une opportunité, tu voulais reprendre une pharma, puis après t'as eu... Oui, c'est vraiment ça, l'opportunité s'est présentée, sinon c'est vrai que je n'aurais pas pensé, je pense, de moi-même à ouvrir quelque chose qui puisse être similaire, où j'y serais peut-être venue avec le temps, mais c'est vrai que pour le moment j'étais plus axée sur pharmacie, parce que déjà le contexte d'herboristerie est assez flou. Et qu'on se pose toujours beaucoup de questions, même en tant que pharmacien, à se dire moi la toute première herboristerie dans laquelle je travaillais c'était une pharmacienne et c'est elle qui m'a dit si tu veux avoir une herboristerie il faut être pharmacien. Je sors de là et en fait je réalise que si j'ai une herboristerie en fait je suis pas pharmacien puisqu'à l'ordre des pharmaciens il n'y a pas de case herboriste. Donc je ne peux pas, aujourd'hui je ne suis pas considérée comme pharmacienne. J'ai beau avoir mon diplôme, étant donné que je ne suis pas inscrite à l'ordre, je ne suis pas pharmacienne. Donc c'est vrai que c'est toute... cette problématique. Ouais, c'est complexe. Et justement, j'ai vu que normalement, on n'a pas le droit vraiment de faire de conseils hors de la pharmacie, quoi. Non, les allégations sur les plantes aussi sont interdites. Et donc après, il faut faire attention à ce qu'on marque. Il faut faire attention. Après, ça fait partie de toute une réglementation, de toute façon, qui est appliquée sur les compléments alimentaires et sur des tas de produits. Ça doit être difficile à gérer au quotidien, parce qu'il faut toujours réfléchir un petit peu... à ce qu'on dit, comment on le fait. De toute façon, oui, il y a toujours une réflexion. Je trouve qu'il est souvent important aussi que les gens comprennent, donc c'est important de leur expliquer pourquoi. Et quand on explique pourquoi, on donne du sens aussi à pourquoi cette plante, et pourquoi ce type de traitement, parce que les gens ne sont pas forcément avertis sur tout ça. Et c'est vrai que là aussi, ça donne du sens, les gens reprennent en main une partie de leur santé, parce que se préparer une tisane, se préparer des petites choses comme ça, c'est aussi s'accorder un temps pour soi et s'accorder un temps pour sa santé. Et quand on comprend ce qu'on met en place, c'est encore plus intéressant, je trouve. Et pourquoi tu as décidé de partir là-dedans et qu'est-ce qui t'a poussé à te dire ok, je pars à fond dans l'herboristerie? Les plantes, parce qu'en fait, quand on cherche à répondre à certaines problématiques, quand on découvre, je trouve en pharmacie, on fait beaucoup de chimie, mais j'ai été passionnée surtout par la biochimie. Le fait de découvrir vraiment au niveau de la biochimie cellulaire, comment tout ça fonctionne et tout, de se dire c'est tellement subtil, comment en fait le médicament a parfois toute sa place, mais je pense qu'aujourd'hui on en abuse un peu trop et on le met trop tôt, c'est-à-dire qu'il est très rapidement, parfois on tire au bazooka sur une fourmi, c'est-à-dire que c'est pas du tout adapté, et il y a des choses beaucoup plus subtiles et beaucoup plus douces, donc qui vont être moins nocives et qui à terme en fait vont amener le corps à mieux se restaurer et amener le corps en fait à se réparer lui-même, parce que c'est une machinerie qui est quand même incroyablement intelligente, qui a toujours un plan B, un plan C, un plan D, un plan... donc il y a toujours une solution, il faut juste pouvoir l'amener. Chacun tire des cartes au départ, certes, mais après on peut vraiment améliorer la fonction sur plein d'aspects. Mais comme pour tout dans la vie, il y a des constantes, mais il y a aussi beaucoup de variables, et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Et c'est là que les plantes et l'ensemble de la phyto, mais aussi parfois certains compléments alimentaires, des petites choses, l'hygiène de vie, la nutrition fonctionnelle aussi, c'est quand même assez indispensable. Oui, c'est hyper intéressant. Mais là, on en revient toujours au fait que quand on comprend, on s'ouvre un champ des possibles qui est énorme. Donc après, on peut y imbriquer plein de choses. On peut y imbriquer de l'ostéopathie, on peut y imbriquer plein d'autres en fait, médecines alternatives. Et est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de l'endobiogénie? Comment t'es tombée dedans? À travers des lectures, en fait, en cherchant un peu plus d'informations sur les plantes, sur l'usage qu'on peut en faire
en médecine, en fait, je suis tombée sur ces lectures-là et en allant fouiner un peu, j'ai trouvé cette formation. Donc je me suis lancée et c'est vrai que l'endobiogénie part du principe que l'architecte de notre structure, c'est vraiment le système endocrinien, donc tout le jeu des hormones, qui est grandement imbriqué avec le système nerveux autonome aussi. Mais c'est vrai que quand on est à l'échelle de 2 cellules, il n'y a pas de système nerveux. Il y a juste des cellules qui vont être réceptives au système, à des hormones en fait. Et donc, partant de cette théorie-là, le médecin qui a mis ça en place, qui s'appelle Christian Durafour, a mis en lumière, avec des données actuelles, a mis en lumière vraiment tout un tableau et des boucles hormonales qui derrière donnent du sens à beaucoup de situations en fait. Et quand on regarde les choses à travers ce prisme, derrière on vient y imbriquer les plantes, donc c'est quand même, ça demande une mécanique assez complexe, très riche. On ne sait jamais tout et c'est là où on se lance dans un gouffre où plus on en apprend, moins on en sait en fait. Mais c'est passionnant, c'est aussi ce qui permet de rester toujours très humble, de se dire il y a énormément de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, et cette humilité, je pense, permet aussi de s'éviter beaucoup d'erreurs, de s'éviter parfois de passer à côté, quoi. Enfin, d'être nocif plus que bénéfique. Et ça, c'est vrai que c'est aussi la base de la santé, c'est au départ de ne surtout pas être nocif. Complètement. Et je pense que les plantes, c'est une bonne alternative parce qu'on en discutait tout à l'heure, mais c'est vrai que les huiles essentielles, c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont très très sensibles, donc on peut pas faire n'importe quoi. Et je pense que les plantes, c'est peut-être plus doux. Donc pour commencer, ça peut... Après, c'est ce qui plaît, c'est ce qui plaît pas. Pour moi, l'aromathérapie a été vraiment mise en lumière justement par rapport à ça, parce qu'on arrive à extraire des concentrés très actifs avec des molécules qu'on peut doser. Et il y a eu tout un... Enfin voilà, aujourd'hui, on est sur souvent des visions très pharmacologues de la plante. Il y a cette molécule active, il y a ça, il y a ça. Pour moi, la plante, il faut toujours la prendre dans son totum. Et ça, on a du mal à l'accepter parce que quand on va faire une tisane, par exemple, on va pas être sur une extraction à chaque fois très linéaire. On sait pas forcément qu'est-ce qu'il y a dedans, on l'a pas mesuré, on l'a pas titré à chaque fois. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un effet. L'huile essentielle, elle est un peu plus standardisée, elle peut être un peu mieux contrôlée. Après, il n'empêche que c'est quand même un extrait extrêmement concentré, donc extrêmement puissant et qui doit être fortement dilué. Parce que on est quand même sur une essence de plantes et parfois très agressive. Ouais, moi je trouve qu'on n'est pas assez formé en pharma. Enfin, il y a des pharmas qui vendent des huiles essentielles et il n'y a pas forcément la formation derrière, et je pense que là ça peut vite déraper quand même. Là encore, il s'est perdu un peu beaucoup de pratiques du préparatoire, où au lieu de vendre des huiles essentielles en unitaire, et puis la personne repart avec 4-5 huiles essentielles, une végétale, et puis elle se retrouve à faire la préparation chez elle. Il faudrait qu'il y ait un accès quand même à des préparations plus simples, plus faciles et un petit peu moins onéreuses, parce que c'est pas possible de laisser aussi en main des produits aussi concentrés. Je pense aux gens qui n'ont pas la formation en préparation et qui n'ont pas forcément la formation en huile essentielle non plus. Ouais. Ok, c'est passionnant, hein. Je me rends compte que c'est tout un monde. Ah mais oui, mais puis quand on met le doigt dedans, là, j'ai une phrase qui m'est souvent revenue parce qu'un jour, enfin de temps en temps en discutant, étant donné que j'ai toujours été dans les plantes quand on est en pharmacie, parfois cette ambivalence, les gens sont très chimie, mais les plantes, machin, c'est un peu le remède de grand-mère. Alors soit c'est au contraire très nocif, il faut faire attention parce que ça peut avoir plein de contre-indications, soit on est sur la tisane de mémé qui fait rien. Et j'ai cette phrase qui revient souvent, dire oui mais enfin nous on est scientifiques. C'est-à-dire sous-entendu ceux qui utilisent le médicament, eux sont des vrais scientifiques, sont des vrais cartésiens. Et moi je trouve qu'en ayant analysé les deux et en étudiant encore aujourd'hui beaucoup les deux, parce que c'est pas parce que je suis sortie de la pharmacie que je ne me penche pas toujours sur les médicaments, et justement il y a un parallèle qui doit souvent être fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des traitements dont il faut tenir compte, donc en fait il y a encore toute une étude de médicaments que je continue de faire et de la symbiose justement entre la plante et le médicament. Et en fait je trouve que quand on compare les deux, la plante est éminemment plus complexe que le médicament à comprendre. Le médicament, en réalité, je trouve que la complexité des études nous donne beaucoup d'infos sur eux, et la complexité, c'est d'arriver à interpréter les effets que ça va avoir sur un métabolisme, sur un individu, et on est tous différents. Et donc c'est là aussi où c'est pas facile de randomiser tout le monde, c'est pas facile de protocoliser tout le monde, c'est même, je dirais, impossible, et donc il faut revenir à une médecine un petit peu plus individualisée, un petit peu plus personnalisée au cas par cas.
Ouais. et à un instant T, quoi. Ouais, donc là j'ai envie de rebondir sur deux choses. Je pense aussi que toute thérapie n'est pas faite pour tout le monde, donc c'est pour ça que c'est aussi une question de complémentarité. Il y a des gens peut-être qui vont pas réussir à mettre en place des protocoles avec la phyto, mais qui seront plus médicaments. Enfin, ça dépend vraiment des gens, quoi. Donc c'est pour ça que, comme tu le dis, c'est une complémentarité. Et moi aussi, je m'intéresse de plus en plus à la santé naturelle, mais je me dis également que notre base, c'est quand même le médicament. Il faut quand même le connaître, justement, surtout pour des histoires d'interaction, si on veut commencer à passer sur d'autres thérapies pour pouvoir faire une synergie. On est obligé de connaître le médicament. Et comprendre à quel niveau il joue et pas juste me dire il agit sur ce récepteur-là, donc il a cette action. Oui, mais derrière, il y a une cascade d'effets en fait, qui se mettent en place, et c'est là où en fait on commence à dégrossir tout le panel des effets secondaires qui peuvent se présenter, mais qui vont être divers et variés, où des fois on voit pas le rapport. Et bien, revenons à la physiologie humaine, revenons vraiment à tout ça, et là on voit souvent le rapport. Et deuxième chose aussi, c'est qu'on se dit beaucoup, les plantes ça fait rien, mais c'est parce qu'il y a souvent des problèmes de dosage aussi. Dans les produits qui sont vendus en pharma, souvent les dosages sont pas bons, donc du coup forcément ça va pas aller. Donc ça sous-tend toute une connaissance qu'il faut avoir derrière pour pouvoir être pertinent après sur l'approche qu'on va proposer. Oui, c'est vrai que la qualité est assez essentielle. D'avoir le circuit le plus court possible pour que la plante soit le mieux préservée, qu'elle soit le moins coupée menu, c'est toujours mieux parce qu'elle s'oxyde moins. Après, il faut quand même ouvrir une variété galénique accessible à tout le monde. C'est-à-dire que certains, la tisane, ça sera vraiment pas possible dans leur style de vie parce que ça prend trop de temps, parce qu'ils apprécient pas. Donc ça, il faut le respecter, pouvoir proposer des façons plus pratiques, plus accessibles. D'autres vont pas pouvoir prendre d'alcool, donc les extraits fluides des teintures mères, ça va pas être possible non plus. D'autres vont pas pouvoir avaler les gélules. Donc tout ça, en fait, il faut pouvoir s'adapter, mais il y a toujours une solution pour tout. C'est là qu'on voit que c'est vraiment personnalisé en fonction de la personne. Enfin, c'est un ensemble, quoi. Et quelle est ta vision de la santé aujourd'hui ? Ma vision de la santé aujourd'hui, c'est une question large. Je trouve qu'on revient quand même de plus en plus à ces bases-là, qui ont été un petit peu oubliées, si on peut dire ça, mais qui reviennent en force. Parce que je crois qu'il y a une prise de conscience globale, en fait, à toute échelle, que ce soit sur la consommation énergétique, sur la nourriture, sur tout ça. On cherche un petit peu plus de logique et de raisonnement, et donc dans la santé aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin en tout cas d'une médecine de ville et qui se répercute à côté, qui soit un petit peu plus individualisée, personnalisée, qu'on donne peut-être un petit peu plus de possibilités aux médecins aussi d'avoir du temps avec leurs patients. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout un système de soins, à mes yeux, qui est un peu à revoir. Le lien aussi entre pharmacien et médecin n'est pas tout à fait homogène. Je trouve qu'il y a le pharmacien aussi a une place nouvelle à prendre. Il devrait y avoir une cohésion d'équipe un peu autour de tous ces métiers médicaux, entre les infirmiers, les aides-soignants, les pharmaciens, toutes les personnes qui sont autour de la personne. Il n'y a pas beaucoup de communication. Il y avait il y a des choses à revoir. Après, il y a des choses qui sont évidemment extrêmement bien. On est dans un système de soins accessible à tout le monde. Et tout le monde peut se soigner. Mais en tout cas, de la vision de l'officine, de la médecine de ville, il y a énormément de... Il y a eu beaucoup d'impact parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont quand même déremboursées. Et aujourd'hui, parfois, c'est vrai qu'il faut un peu financer sa santé si on veut... Oui, complètement. Si on veut rester en bonne santé. On est obligé d'investir un minimum, ne serait-ce que du temps déjà. Oui, temps, et puis parfois, aller chercher un peu plus. Quand on sent, en tout cas, je pense que quand on a une intuition, que soit on ne nous dit pas une bonne réponse, ou que derrière il y a une attente qui est pas tout à fait, à laquelle on répond pas tout à fait, il faut pas hésiter à aller chercher un peu plus et à se faire confiance, à se dire j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose, donc j'aimerais bien qu'on me réponde. Et aujourd'hui il y a beaucoup de possibilités et d'alternatives en fait pour trouver à chacun de trouver sa solution, mais il y a moyen. Et comme tu disais, reprendre un peu le pouvoir sur sa santé.
Surtout qu'on voit, la France, là, c'est en train de devenir un désert médical, enfin, tout le territoire national. C'est compliqué d'avoir accès à un professionnel de santé, donc c'est dans l'intérêt des gens aussi de commencer à s'intéresser et d'être capable aussi de préserver au mieux leur santé. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu de, déjà, essayer de pas tomber malade et de renforcer son système immunitaire. Et c'est vrai que la prévention, c'est jamais très glamour, ça fait jamais rêver personne, mais la prévention, c'est indispensable et c'est ce qui donne les clés de toujours garder ses capacités d'adaptation. Et c'est prendre un coup d'avance, c'est-à-dire que le jour où il m'arrive un pépin, et ben, mon corps il a tout ce qu'il faut pour l'affronter. Si j'ai tiré, puis là il m'arrive l'aléa et le truc qui n'était pas prévu, parce qu'on en a tous dans la vie, et ben ça va être la chose en trop et le corps va pas pouvoir gérer. Et c'est vrai que ça c'est une notion à reprendre, reconnecter déjà avec son corps, de se dire c'est pas juste une machinerie qui suit et qui fait ce que je lui dis de faire, c'est aussi un tout et de prendre soin de sa tête et de son corps, c'est vraiment indispensable. Mais déjà les bases, parce qu'on respire super mal, hein. Voilà, je commence à m'intéresser à la respiration, enfin c'est tout un sujet, on se rend compte qu'on sait même plus respirer, donc déjà ça, je pense que c'est un élément aussi du fait de la déconnexion, comme tu dis, de la déconnexion avec son corps. Et sinon, qu'est-ce que tu nous conseilles pour renforcer notre immunité ? Pour l'immunité, j'aime beaucoup l'aigre moine, qui est donc une plante qui soutient bien le pancréas, qui est souvent négligée. On parle beaucoup du foie, mais un petit peu moins du pancréas. Et pourtant, quand il travaille, il demande parfois des relances bagales qui vont venir majorer un peu toutes les congestions. Donc de le soutenir et de l'aider, ça marche toujours bien. J'associe souvent avec le plantain, parce que le plantain aigre moine, c'est vraiment un combo que j'aime beaucoup. Le plantain étant très antihistaminique, il va être aussi très antitussif. Donc c'est une plante que j'aime beaucoup et qui là aussi soutient le pancréas parce qu'il va être riche en enzymes et va donc apporter un soutien surtout sur le plan exocrine. Et ce combo-là voilà, me plaît bien. Donc toujours un peu de thym, un peu d'aigre moine, un peu de plantain. Et après j'adapte en fonction... J'aime beaucoup utiliser aussi la matricaire, qui est une camomille qui déjà je trouve a bon goût. Alors, tout le monde n'aime pas, hein, mais moi je trouve qu'elle apporte une certaine sucrosité et un petit goût mielé qui est sympa, qui va elle aussi être antihistaminique, anti-allergique, donc anti-inflammatoire et qui draine en douceur le foie. Elle va être aussi antispasmodique, donc il y a toujours une petite synergie d'action qui va se mettre en place et que j'aime bien structurer de cette manière-là. Ok, super, on pourra en parler des heures. Merci beaucoup pour cette interview. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil ou une inspiration positive à nous partager avant de nous quitter ? Ça, c'est une question pas facile, j'ai le temps de la réflexion. Non, un conseil là du coup ciblé sur les pharmaciens. Ou pas, comme tu veux, ce qui te vient, l'inspiration qui te vient. Ouais, et ben j'ai à cœur, je trouve le métier de pharmacien, parfois j'ai eu un regard assez difficile envers pharmacie, je me suis dit, surtout pharmacie d'officine, je me suis dit franchement, prendre des ordonnances pour délivrer des boîtes et tout ça. Et en fait, j'ai découvert en officine qu'il y a une dimension sociale et une place à prendre qui est vraiment fantastique, et justement parce qu'on a la porte ouverte. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui aux pharmaciens en formation et ceux qui le sont, c'est que il faut qu'on se batte pour notre métier, il faut qu'on le valorise, il faut qu'on se bouge un petit peu et qu'on ne se laisse pas prendre dans tous ces problèmes aussi administratifs, parce qu'on est un peu cul entre deux chaises, on est représentant de la Sécu et en même temps on est là pour la santé des gens. Et les deux sont pas toujours, bizarrement, vont pas toujours ensemble. Et du coup, à nous vraiment de marquer, de teinter nos officines, à nous de transformer notre métier et vraiment de le valoriser. Parce que je pense que c'est un très très beau métier. Merci beaucoup Christelle. De rien.